Les dossiers que le gouvernement a voulu enterrer. Des mystères irrésolus, des conspirations. Des vérités qui dérangent. On ouvre tout. Bienvenue dans X-Files, The FBI Vault. Nous allons parcourir ensemble les dossiers déclassifiés du FBI. Histoire authentique et vraie, vous avez tous les liens en description. Installez-vous, gardez l'esprit ouvert, ça commence maintenant. Bienvenue dans les archives interdites du FBI. Ce soir, nous ouvrons un dossier que le gouvernement américain a tenté d'enterrer pendant des décennies. Un mystère qui commence par une annonce fracassante et se termine par un silence de plomb. Roswell, Nouveau-Mexique, juillet 1947. Crash inexpliqué, des témoins menacés de mort, des matériaux impossibles, un astronaute qui confirme. Après 4-20 ans, le dossier Roswell reste le secret le mieux gardé de l'histoire américaine. La vérité est peut-être encore là, quelque part. Juillet 1947. Au cœur du désert aride du Nouveau-Mexique, un événement se prépare. Un événement qui va marquer l'histoire et hanter les mémoires pour des décennies. Tout commence par une annonce fracassante. Et tout se termine par un silence de plomb. Voici l'histoire de Roswell. Un dossier qui, aujourd'hui encore, refuse de se refermer. On est en 2011, et même le président des États-Unis, Barack Obama, s'en amuse. Lors du prestigieux dîner des correspondants, il place Roswell au panthéon des théories du complot, juste à côté de la question de l'alunissage. Dans la salle, on rit. L'affaire est reléguée au rang de folklore, de bonnes blagues. Sauf que, pour les témoins, pour les militaires impliqués, pour les familles menacées et pour les enquêteurs qui ont consacré leur vie, ce n'était pas du tout une blague. C'était le début d'un secret d'État. Alors retournons sur les faits. Tout le mystère de Roswell commence par une contradiction. Une contradiction incroyable. Une volte-face si rapide, si totale, qu'elle est devenue le cœur même de l'énigme. Une histoire annoncée au monde entier, puis littéralement effacée en l'espace de quelques heures. Regardez bien la chronologie, c'est saisissant. Le matin du 8 juillet 1947, la base militaire de Roswell, et pas n'importe laquelle, la seule base nucléaire au monde à l'époque, annonce officiellement de tenir un disque volant. La nouvelle explose, elle fait la une des journaux. Mais à Washington, c'est la panique. Le général Vandenberg, le chef de l'Air Force, est injoignable. Des réunions s'enchaînent au plus haut sommet de l'État. Et le soir même, le démenti tombe, brutal. Circulé, y a rien à voir, ce n'était qu'un simple ballon météo. 2 jours plus tard, l'affaire est tournée en ridicule. Le blackout est total. Et c'est là que se trouve la question centrale, la question qui a tout déclenché. Pourquoi mobiliser les plus hautes instances de l'État pour un simple ballon ? Pourquoi cette agitation fébrile au Pentagone ? Qu'est-ce qui a bien pu justifier une opération de dissimulation d'une telle ampleur, menée avec une telle rapidité ? Pour commencer à comprendre, il faut s'intéresser au premier homme sur les lieux. Cet homme, c'est le major Jesse Marcel, officier de renseignement de la base, un homme chargé de la sécurité des secrets les mieux gardés du pays. C'est lui qui est envoyé sur le site pour récupérer les débris. Et c'est son témoignage, 30 ans plus tard, qui va faire ressurgir l'affaire des limbes de l'histoire. Après son témoignage, l'armée a bien sûr tenté de le discréditer. On l'a traité de mythomane, d'affabulateur. Pourtant, ses états de service sont impeccables. Ses supérieurs le décrivent comme de tout premier ordre, hautement fiable. On lui confiait la sécurité de la bombe atomique. Alors, cet homme, ce héros de guerre décoré, se serait-il trompé à ce point ? Aurait-il tout inventé ? Parce que ce que Marcel et son fils décrivent n'a absolument rien à voir avec un ballon météo. Ils parlent de matériaux aux propriétés extraordinaires. Des feuilles de métal si fines qu'on pouvait les froisser en boule dans sa main et qui reprenaient leur forme initiale sans un seul pli. Des petites poutrelles couvertes de symboles inconnus, semblables à des hiéroglyphes. Des matériaux qu'on ne pouvait ni couper ni brûler. Rien à voir, vraiment, avec du caoutchouc et de l'aluminium. Et c'est là que l'affaire devient encore plus trouble. Dans un entretien resté longtemps confidentiel, Marcel, peu avant sa mort, lâche une bombe. Il avoue qu'il n'a pas tout dit, même aux enquêteurs qui cherchaient la vérité. Il a gardé une partie du secret. Pourquoi ? Pour le bien de mon pays, dit-il. Quel secret pouvait être si lourd, si important qu'un homme le garde jusqu'à sa tombe par patriotisme ? Mais Marcel n'était pas seul. Des dizaines d'autres témoins, des civils, des militaires, ont fini par briser le silence des années, voire des décennies plus tard. Et leurs récits, mis bout à bout, dessinent les contours d'une opération de dissimulation implacable. À chaque fois, le même schéma se répète, presque comme un protocole. D'abord, la découverte, un engin, des débris étranges et, selon plusieurs récits, des corps. Puis, l'intervention militaire, rapide, efficace, la zone est bouclée.
Viennent ensuite les ordres, le silence absolu. Et pour ceux qui hésiteraient, la menace. Des menaces directes, crédibles, qui vont briser des vies. Ce témoignage-là est glaçant. C'est celui d'une femme qui, enfant, avait vu un des débris. Des militaires sont venus chez ses parents et l'ont menacée directement. Et elle n'est pas la seule. La petite fille du shérif de l'époque a raconté comment ses grands-parents ont été menacés de mort par l'armée s'ils parlaient. Une pression si forte qu'elle a brisé la carrière et la vie de cet homme. Et puis il y a le témoignage troublant de Glenn Dennis. À l'époque, il travaillait pour une entreprise de pompes funèbres. Il reçoit un appel de la base militaire, on lui pose des questions très étranges, on veut des informations sur des cercueils hermétiques de la taille d'un enfant et sur la meilleure manière de conserver des corps qui auraient été exposés aux éléments. Pourquoi l'armée poserait-elle de telles questions ? Pendant près de 50 ans, l'armée reste murée dans son histoire de ballon météo. Puis, en 1995, face à la pression, elle publie enfin un rapport. La vérité est révélée. Ce n'était pas un simple ballon, mais un projet top secret. Voici donc le projet Mogul. Un train de ballons secret, équipé de microphones, destiné à espionner les essais nucléaires des soviétiques. Sur le papier, l'explication est plausible. Un projet top secret de la guerre froide, ça pourrait justifier le secret. Le problème, c'est que cette explication ne colle absolument pas avec les témoignages. En fait, la version officielle s'effondre point par point. Aucun témoin ne décrit cet assemblage complexe de ballons. Les matériaux décrits par Marcel n'ont rien à voir. L'explication de l'armée pour les fameux hiéroglyphes, du simple ruban adhésif décoré de fleurs. Une affirmation que Marcel a toujours niée avec force. Et le coup de grâce, le vol Mogul qui serait censé s'être écrasé ce jour-là, eh bien, d'après les carnets de vol de l'époque, il n'a probablement jamais décollé. Alors que l'enquête semble s'enliser entre des témoignages qu'on ne peut plus ignorer et des démentis officiels qui ne tiennent pas la route, un nouvel élément va venir tout complexifier. Une pièce à conviction si spectaculaire qu'elle va diviser le monde entier et semer le doute. Peut-être volontairement. Le film de Saint-Hilaire. Diffusé sur les télévisions du monde entier, il montre ce qui est présenté comme l'autopsie d'une créature non humaine récupérée sur le site du crash. L'impact est immense. Pour beaucoup, c'est la preuve ultime. Pour d'autres, c'est le canular du siècle. Alors, la question reste entière. Ce film est-il une fuite authentique, un fragment de vérité qui aurait échappé aux archives secrètes, ou bien est-ce une opération de désinformation extrêmement bien montée, dont le but serait de ridiculiser définitivement le dossier Roswell ? D'un côté, il y a le producteur, Ray Santilli, qui s'est contredit de nombreuses fois. Des spécialistes des effets spéciaux, après avoir été bluffés, ont fini par dénoncer une supercherie. Mais, de l'autre côté, le mystère demeure. Comment un petit producteur de musique aurait-il pu monter une opération si complexe ? Et pourquoi des chirurgiens réputés, à l'époque, ont affirmé que la procédure et le corps leur semblaient authentiques ? Au final, ce film a parfaitement joué son rôle, créer une confusion totale. Entre les témoignages sous serment, les menaces, les démentis officiels contradictoires et les possibles canulars, le dossier Roswell est un véritable labyrinthe. Mais certaines voix, particulièrement crédibles, refusent de laisser l'histoire s'éteindre. Cette déclaration-là, elle ne vient pas de n'importe qui. Elle est du docteur Edgar Mitchell, le 6e homme à avoir marché sur la Lune, un astronaute d'Apollo 14. Natif de Roswell, il a affirmé à plusieurs reprises, en se basant sur ses contacts dans les milieux militaires et du renseignement, que l'histoire de Roswell était vraie et qu'en secret était maintenue depuis toutes ces décennies. Au fond, Roswell n'est plus une simple histoire de soucoupe volante. C'est l'histoire d'un secret. Un secret qui a commencé par une panique au plus haut sommet de l'État, qui a été protégé par des menaces et des mensonges, et qui continue de résister à l'épreuve du temps. La question finale n'est donc peut-être pas « que s'est-il écrasé ?», mais plutôt « pourquoi un tel secret ?» La réponse est peut-être là, quelque part, enfouie sous le sable du Nouveau-Mexique, ou bien au fond d'un coffre-fort au Pentagone. C'est tout pour ce dossier. Roswell reste un mystère non résolu. Ouais, et croyez-moi, le prochain dossier est encore plus fou. MK Ultra, ça va vous retourner le cerveau, littéralement. Nous avons besoin de vous pour lutter contre l'algorithme. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et partagez à vos amis, ça nous aidera beaucoup. On ouvre tout.